continuons donc notre initiation à la physique quantique de manière la plus simple possible, sans équation, juste en faisant des observations. Donc, je résume ici ce qu'on a vu dans les dernières vidéos. On a un problème avec la chaleur en science, parce que, par exemple, quand on regarde quand un corps absorbe de la chaleur, on a vu que ça ne marchait pas. Il y avait les lois de la mécanique posaient problème. Et de même, lorsqu'on cherche à comprendre l'émission de la chaleur, par exemple, pourquoi le soleil est jaune, eh bien, ça ne marche pas non plus. Là, ce sont les équations de Maxwell qui sont fautives. Et le point le plus critique, disons celui qui fait qu'on ne peut vraiment pas laisser les choses comme ça, c'est évidemment quand on essaye de comprendre ce que c'est qu'un atome. L'expérience nous montre que c'est un système où la masse est concentrée dans un tout petit noyau qui possède une charge électrique positive, et autour de ce noyau se trouvent les électrons qui gravitent très très loin. Pour donner une image, si vous prenez le noyau, vous le mettez au centre d'un terrain de football, eh bien, si vous y mettez que sur ce centre une mouche, c'est pas gros une mouche, et que vous mettiez le premier électron va se trouver sur le dernier gradin du stade de football. Donc la question qui se pose, évidemment, c'est pourquoi il se met sur le dernier gradin, alors qu'il y a plein de gradins vides entre la mouche qui est au centre du terrain de foot, et puis le dernier gradin, vous voyez, il y a plein de places. Il y a plein de places dans les tribunes, puis il y a plein de places aussi sur la pelouse. Eh bien non, l'électron, il reste loin. Pas question qu'il aille sur le noyau, alors que la théorie prévoit qu'au contraire, il va se précipiter sur le noyau et que l'atome devrait imploser. Alors, si on reformule ça, en fait, la physique quantique est née pour résoudre, bien sûr, ces problèmes, parce que la physique classique est incapable de répondre de manière correcte à ces questions, et on va graviter autour, en fait, de trois notions. C'est-à-dire, la physique quantique s'intéresse à ces trois notions. Qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce que la matière? Qu'est-ce que le vide? Alors, la lumière, on a déjà l'habitude de savoir ce que c'est. C'est quelque chose qui est fourni par une source lumineuse qui nous éclaire. La matière, c'est les choses qui nous entourent. On croit que ça existe. En fait, on verra que c'est une illusion. Et puis le vide aussi, ça existe, puisque entre deux choses, il y a toujours du vide qui crée en fait la vraie réalité. Parce que s'il n'y avait pas de vide entre les choses, il n'y aurait pas grand-chose. Songez par exemple à un livre. Il y a plein de caractères qui sont les objets, mais il y a aussi des blancs entre les caractères. S'il n'y avait aucun blanc entre les caractères, on ne pourrait pas lire le livre. Ce serait une suite de lettres sans signification. De même, si vous prenez un tableau, il y a des parties qui sont blanches dans un tableau, parce que ça permet de mettre de l'espace. Donc le vide est quelque chose d'important, et en fait, on va voir qu'en physique quantique, c'est la seule réalité, la vraie, la tangible, c'est le vide. Tout le reste, la lumière, la matière, ce sont des illusions. Voilà, alors, comme je l'ai dit la dernière fois, on peut, les objets, quand on est en physique classique, on sépare lumière et matière. On dit que ce sont deux comportements différents. Je vous rappelle pourquoi. C'est qu'on a donc cette expérience qu'on appelle l'expérience des deux fentes. Donc vous prenez une source d'objets. Par exemple, ça peut être une machine qui lance des balles de tennis. On a ça sur les cours de tennis, des machines qui envoient. Et puis, on va mettre un écran percé de deux trous. Ce qui fait que les balles qui partent de la machine qui envoie les balles de tennis, si les balles passent par le trou, tant mieux. On va les récupérer sur l'écran qui est là. Si par contre les balles tapent sur le mur, elles vont rebondir et on n'aura pas de balles là où il y a un écran. Ça, c'est la caractéristique de ce qu'on appelle un comportement corpusculaire. Si on prend des objets non rigides mais mous, ils peuvent peut-être se déformer un peu pour passer, ce qui fait qu'en fait on s'attend à avoir soit deux maximum, soit un seul maximum lorsque les objets sont mous et peuvent se déformer. Chaque fois qu'on a ce comportement-là, on dira que c'est de la matière, des objets. Le deuxième comportement, il est exemplifié par un caillou que vous jetez dans l'eau. Quand vous jetez un caillou dans l'eau, vous voyez apparaître ce qu'on appelle des ondes à la surface de l'eau, ce sont des ondes capillaires.
Et si vous faites passer ces ondes à travers deux fentes, vous verrez qu'elles fait ce qu'on appelle des interférences. C'est-à-dire que là, on a un phénomène périodique qu'on décrit avec des fonctions sinus, parce que la fonction sinusique, ça a la particularité d'osciller. Et puis ici, suivant ce qu'on appelle les retards de phase, on va avoir interférence, c'est-à-dire qu'on va non pas trouver deux seules traces sur l'écran, mais toute une quantité de traces. Voilà, alors l'expérience, on appelle ça une crucis experimentum. Pourquoi? Bien parce que Jung, en 1801, avait imaginé cette expérience des deux fentes pour régler de façon définitive un problème, parce que le grand Newton avait affirmé que la lumière était de nature granulaire, compusculaire, et qu'il y avait d'autres scientifiques qui prétendaient que non, elle était de nature ondulatoire. Donc Jung, pour être sûr que la lumière est bien une onde et pas une matière, eh bien, a imaginé donc cette expérience du double fente, qui est à la base aujourd'hui de la reconnaissance d'une particule de matière et d'une particule de lumière. Donc voilà ce que vous observez s'il y a une fente. La lumière se répartit d'abord, ce qu'on appelle diffractée, mais surtout si vous avez deux fentes, eh bien, vous voyez apparaître donc que la lumière se sépare en petits morceaux. Alors, il y a toute une analyse mathématique, mais le fait d'avoir plusieurs franges d'interférence, comme je vous l'ai dit, c'est signe qu'on doit voir la lumière comme une onde. Alors on peut le refaire ici, l'expérience de Jung, alors évidemment avec des outils un petit peu plus modernes, pour qu'on comprenne bien ce que c'est que de la lumière. Alors, j'ai ici ce qu'on appelle un réseau de diffraction, c'est-à-dire c'est un bout de plastique sur lequel on a mis des petits traits réguliers. Là, j'ai 500 traits par inch. Vous voyez, je fais passer mon faisceau lumineux, c'est un pointeur laser, et qu'est-ce que je vois? Ben, j'en vois un point. Je vous rappelle que si je ne mets pas le pointeur, le filtre, ben, je n'ai qu'un point. Mais vous voyez que dès que je place le réseau, la lumière est décomposée, elle interfère, et alors que normalement je devrais avoir qu'un point, eh bien, j'en récupère 4, 5. Alors après, bon, la distance, ça va dépendre de là où je me place. Et ça, c'est si j'ai un petit peu un réseau un peu serré. Pas trop serré, pardon. Alors, on va resserrer un peu le réseau. Et là, on voit que les espaces, il y a moins de points. Et puis, ce qu'on va faire, c'est faire des réseaux dans deux directions. À ce moment-là, vous voyez, on voit très bien que la lumière, au lieu de donner un point, elle donne une infinité de points. Donc ça, avec des particules, vous ne pouvez pas. Si je prenais ici 1 euro et que je l'envoyais avec un filtre de matière, je devrais avoir 40 euros à la sortie. Ce ne serait pas possible. Ou alors ce serait trop beau. Là, effectivement, avec une particule de lumière, enfin, un faisceau lumineux, vous pouvez en faire autant que vous voulez grâce à ça. Et ça, c'est parce que la lumière se comporte comme une onde. Le fait aussi d'être lumière s'appelle qu'on peut faire du vide, enfin de l'obscurité ou de la blancheur. Je vous montre ici ce qui se passe. Là, je prends deux filtres, ce qu'on appelle des filtres polaroïdes. Donc là, il n'y a pas de réseau, donc la lumière passe. On a juste un point. Mais regardez, si je passe, je garde exactement les deux mêmes matières. Mais je les mets à 90 degrés l'une de l'autre. Et j'essaye de refaire passer mon faisceau. Comme vous le voyez, il n'y a plus rien qui passe. Alors, ça veut dire que ce qui sort du premier filtre est complètement annulé par le deuxième. Et ça, vous pouvez le faire qu'avec de la lumière. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si vous aviez de la matière, la matière sortirait du premier, et puis elle traverserait aussi le second. Il n'y aura pas de raison qu'elle s'arrête. Donc ça, c'est le comportement lumière. Dès qu'on a un comportement matière, on va donc avoir ce qu'on appelle le modèle atomique, c'est-à-dire ici, ce sont des petites boules qu'on empile pour faire la matière. Donc ici, vous avez du fer, par exemple. On reconnaît que c'est du fer parce que c'est attiré par un aimant. Donc voilà comment se placent les atomes de fer, entre guillemets. Là, vous avez du magnésium qu'on peut utiliser pour faire rouler des petites voitures. Ça,
pourra s'amuser à le faire si on arrive à filmer. Et là, vous avez du cuivre ou de l'or. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, la matière adopte cette forme de sphère, de particules, qu'on appelle les atomes. Et ensuite, ces atomes vont se empiler, faire des structures pour donner les matériaux tels qu'on les connaît. Et puis, on a même cette chose-là qui est un cristal de quartz. Voilà. Et le quartz, une fois on peut lui aussi l'analyser comme un empilement d'atomes, de silicium et d'oxygène, de formule SiO2. Alors, la caractéristique de cette lumière, c'est qu'il y a évidemment la lumière visible, celle qu'on voit, mais il y a aussi des lumières invisibles. Par exemple, ici, j'ai ce qu'on appelle une boule à plasma. Vous voyez que je peux jouer avec la lumière grâce à mon doigt. Donc ceci prouve déjà qu'il y a quelque chose dans mon doigt qui perturbe la lumière qui est là. Donc vous voyez qu'il y a des liens entre la lumière et la matière. Puisque quand j'approche une matière qui est mon doigt, je vois très bien que la lumière suit. On peut guider la lumière avec mon doigt. Je ne fais pas pour autant de moi Jupiter, qui foudroie les mortels avec son éclair. Mais vous voyez, il y a des liens, c'est-à-dire la matière influe sur la lumière. Pourquoi? Parce que le soleil est de la matière qui éclaire. Et puis la lumière, en retour, peut influer sur la matière. Donc, comme on le voit, la matière peut influer sur la lumière, comme on le voit ici. Alors, la caractéristique des ondes, c'est que parfois elles sont invisibles. Là, je vais vous le montrer. Là, vous voyez, j'ai l'impression que pour pouvoir piloter le faisceau, il faut que je sois au contact. Parce que je vois bien qu'il y a un petit effet, mais si je me place suffisamment loin, il n'y a rien. Là, je vais prendre un appareil qui peut détecter ce qu'on appelle les champs électromagnétiques, puisque la lumière est une onde électromagnétique. Donc, vous voyez, je vais l'approcher. L'appareil s'allume et sonne. Ça, c'est signe qu'il y a quelque chose. Et vous voyez, je ne touche pas. Puis je vais m'éloigner, 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 m'éloigner. Vous voyez que l'appareil continue toujours à faire bip et à... Vous voyez, je m'éloigne. Même ici, il y a encore... Je sens encore quelque chose qui vient de la boule. Et puis, voilà, ici, je vois que il n'y a plus rien. Par contre, dès que je rentre là, je vois apparaître quelque chose. Donc ça, c'est la caractéristique des ondes aussi. C'est, parfois elles sont invisibles, on ne les voit pas. Et donc il faut des ondes. C'est parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas, il faut des appareils pour les détecter. C'est le cas par exemple des ondes radio, des ondes infrarouges et aussi des ondes ultraviolettes, rayons X, rayons gamma, on ne les voit pas. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est leur interaction avec la matière. Voilà, donc, on en est là. Maintenant, il y a eu une idée assez fantastique qui a émergé vers 1924, que je vous raconterai dans la vidéo suivante.